Eh bien, comme quoi c'est allé très vite. Parfait. Cette conférence vous est aujourd'hui proposée par l'asso Yumigami, asso qui fait du cosplay sa passion et qui, par diverses activités, vous partage un maximum ce loisir qui est pour le moins ludique et coloré. Elle sera divisée en plusieurs sections. Ah bah oui, si je l'allume pas, effectivement, ça marche moins bien. Voilà. Nous commencerons par étudier le vocabulaire qui est lié à cet univers, car l'air de rien, il y a beaucoup de termes qui sont assez précis, qui sont uniquement dédiés à cet univers, qui est à la fois démonstrateur de richesse, mais qui peut aussi rebuter plusieurs personnes, puisqu'elles se disent « Oh purée, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends plus rien. » On va apporter tous les éclaircissements nécessaires sur ce sujet. Puis, qui dit cosplay dit costume. Et ça tombe bien parce que ce sera la deuxième partie qui sera consacrée. Nous étudierons toutes les techniques, tous les matériaux, tous les moyens, les petites astuces qui seront, mes excuses, que nos invités d'honneur pratiquent pour pouvoir rendre des résultats absolument faramineux et juste magiques. Il n'y a pas d'autre mot. Le cosplay, parfois, c'est réellement la magie qui prend vie sur scène. Le concours cosplay, tout à l'heure, nous l'a plus ou moins, je dirais surtout plus, démontré. Et pour finir, nous parlerons de la pratique du cosplay. Car l'air de rien, le cosplay, c'est quelque chose qui se vit tous les jours, de très vivant. Mais on a peut-être souvent l'idée du cosplay en convention. Mais c'est pas que ça. Et vous allez très vite le découvrir. Et pour nous apporter leurs énormes lumières, leurs connaissances, je vous prie de faire un triomphe d'applaudissements pour notre premier invité, Stonebridge! Ceci technique. Il est allumé. Bonjour Stonebridge. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Eh bien, merci pour l'invitation. Parfait. Vous pouvez trouver son Facebook sur la diapositive ici présente. Je vous invite à prendre très vite des notes et des photos, ou encore mieux, des vidéos. Notre deuxième invité s'appelle Féanaro. Allez là! Regardez comme il est beau! Ah voilà ce qui manquait, un petit peu d'ambiance. Bonjour tout le monde. Bonjour Féanaro, merci d'être avec nous aujourd'hui. De rien, c'est un plaisir partagé. Parfait. Nous allons donc pouvoir entamer cette conférence dédiée au cosplay. Nous allons, comme mentionné au début, par le vocabulaire qui est lié à cet univers. Quand on ne sait pas se servir d'une télécommande, ça se voit. Le vocabulaire utilisé ou lié à la pratique du cosplay. Comme mentionné, il y a énormément de richesse de vocabulaire qui est parfois dédié uniquement à ça. Et on va aujourd'hui détailler tout cela. Messieurs, la parole est à vous. Eh bien, ce qui est déjà le mot du cosplay, hein, ça se découpe en deux parties, donc le cos, le costume, et play pour le roleplay du personnage, c'est-à-dire quand on incarne le personnage. Donc moi, par exemple, j'ai fait une création originale, donc un OC, de l'école de l'ours, du jeu vidéo, du célèbre jeu vidéo The Witcher. Et c'est un personnage que j'incarne. Donc l'école de l'ours, c'est des personnages qui sont très bourrus, très bruts et qui ne sont pas amicales envers qui que ce soit. Mais envers vous, je vais tâcher de l'être pendant cette conférence. Voilà. Alors, petite précision, au niveau du vocabulaire, vous allez voir qu'il y a beaucoup de termes qui sont anglophones. Il faut savoir que le cosplay est né aux États-Unis et que du coup, quand la pratique est arrivée, le vocabulaire associé est arrivé avec lui. On a beaucoup de termes anglais. Là, si je prends la liste, on va souvent parler de wig pour parler des perruques. C'est des termes usuels qui sont restés comme ça.
Le gender bender, c'est le fait d'incarner un personnage du sexe opposé. Il y a peut-être une nuance justement avec le crossplay qui arrive juste derrière dans ce cas. C'est ça. Le crossplay, lui, c'est plus le fait de changer le sexe du personnage que l'on incarne. C'est-à-dire, par exemple, prendre Gérald de Rive pour rester dans The Witcher, mais que ce soit une femme qui l'incarne. En faire une version féminisée. Ah bien, heureusement que vous êtes là parce que j'ai toujours cru que c'était l'inverse. J'ai pu me planter aussi. Ma foi, l'erreur est humaine. Mais il n'y a pas de problème. Poursuivez, je vous prie. Après, du vocabulaire spécifique. Après, en vocabulaire spécifique qu'on peut retrouver lors de la création des cosplays. Donc il y a WIP, donc WIP, qui est Work in Progress, qui est encore un terme anglophone. Ça va être des petites étapes où vous allez pouvoir montrer un début de veste, un début d'une création d'une botte, par exemple, ou alors les fourreaux que j'ai dans le dos. Donc vous allez pouvoir les admirer sur des photos que j'ai prises sur mon compte Instagram et Facebook, où ils sont de couleur gris au départ, sans aucun relief, et après vous allez pouvoir les voir évoluer au fur et à mesure des jours où je vais présenter des posts sur ces work in progress, donc des petits whips. Donc ensuite, crafting. Donc, crafting, c'est tout ce qui est lié à la réalisation, que ça soit de la couture, de la peinture, de la modélisation sur imprimante 3D, de la sculpture, tout simplement. Vous pouvez retrouver, par exemple, sur le stand Yomigami, le torse de Vrex Urdnote du jeu Mass Effect, que j'ai utilisé de la mousse, de la peinture et de la foam clay pour réaliser sa tête. Ensuite, il y a le terme shooting. Donc ça, c'est une fois que vous avez fini de réaliser votre cosplay, qui vous permettent d'avoir de jolies photos à présenter pour des prints ou faire la pub de votre page ou tout simplement offrir à votre famille ou vos amis. Et le terme roleplay, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est tout simplement, c'est vous incarner le personnage. Par exemple, Deadpool. Tout le monde connaît Deadpool avec sa sexualisation un peu stupide, de mon point de vue, qui est un peu exagérée et que tout le monde trouve ça comique. Je trouve ça aussi comique aussi. Il y a aussi tout simplement, qui c'est qu'il y a d'autre, Jasquier, qui est très énervant en chantant toutes les 5 minutes. Ça, il va le jouer. Donc si vous voyez quelqu'un, par exemple en personnage de Jasquier un jour en convention et qui se met à chanter, lui jetez pas de pièces, il va me les donner, j'en ai marre. Je pense qu'on va pouvoir passer à la suite. Je voulais juste rebondir sur le terme roleplay. Est-ce que l'on peut du coup apparenter ça au terme français jeu de rôle? Alors oui, parce qu'on reste sur l'incarnation d'un personnage. Que ce soit un personnage existant ou une création originale, on reste vraiment sur l'idée de rentrer dans le rôle et d'essayer d'incarner au mieux le personnage. Dans le cosplay, on peut le voir simplement quand les gens sont dans les allées, mais on va surtout le retrouver sur scène, pendant les prestations, sur des scènes libres ou des concours, où là les gens vont vraiment créer des prestations en rapport avec le personnage, avec parfois un décor, et le but sera vraiment d'essayer d'incarner au mieux l'essence du personnage. Le défilé et le concours de tout à l'heure ont été des exemples on ne peut plus frappants, je pense qu'on peut le dire. Nous allons donc pouvoir passer à la deuxième partie, et c'est là que ça va devenir certainement très touffu, c'est la création même. C'est-à-dire que là, c'est là où le travail du cosplayer vraiment surgit. Il modèle la matière, c'est là que la magie naît. Je pense qu'on peut le dire comme ça, puisque l'on part parfois de pas grand-chose pour réaliser de véritables œuvres d'art. On parle souvent du cosplay comme d'un autre art, je ne sais pas le combienième c'est, mais le fait est que beaucoup l'ont élevé à ce niveau-là. Mais pour en arriver là, il faut partir de la base, et c'est là que ces messieurs ici présents vont pouvoir nous détailler comment on peut arriver à une telle magie.
Alors, je ne sais pas si c'est un art à part entière supplémentaire, mais ça rentre vraiment dans les arts de la scène comme le théâtre. De toute façon, avec le roleplay, avec la création de costumes, ce qui paraît le plus évident pour la création de costumes, c'est la couture. Quasiment l'intégralité des personnages en ont. Bah, pour le théâtre, pour le cinéma, oui. Mais il y a quasiment 100% des costumes qui nécessitent de la couture. On a toujours une base, même sur une armure intégrale, il y aura une combinaison, il y aura un gambison comme ici en dessous, il y aura quelque chose comme ça. Ce qui va faire la spécificité du cosplay, ça va être justement le fait d'utiliser des matériaux comme de la mousse, par exemple, pour représenter d'autres matériaux. Essayer de les peindre, de faire des effets pour qu'on ait l'impression que c'est du métal, ou que ça va être du bois, que ça va être du cuir. Et ensuite, au niveau des différentes parties d'un costume, il va y avoir le maquillage, les perruques, et ensuite une armure avec ses différents éléments, tous les accessoires qui peuvent venir. Au niveau couture, ça peut être des robes pour certaines. Ça peut être... alors là, on a des accessoires. Bon, là, c'est vraiment de la ferraille. Mais on peut avoir pas mal de matériaux différents. On peut avoir des matériaux naturels, comme on peut avoir du synthétique, comme on peut avoir de la fourrure, de la vraie comme de la fausse. Alors, je vais te laisser compléter un peu la liste. On peut même utiliser les éléments naturels qu'on trouve en forêt. Moi, j'ai déjà récupéré de la mousse sur les arbres pour faire des petites parties d'une druide ou d'un faune sur les cornes, par exemple. C'est très utilisé. On peut utiliser... il y a beaucoup de techniques et de matériel différents. Donc on peut tous partir du départ. Moi, ma première armure, c'était un gros cutter de chez Decathlon et des tubes de colle chaud au pistolet à colle. Il y a énormément de matières qui sont disponibles, même quand on parle juste de couture de tissu, il y a énormément de tissus disponibles. Pareil, quand on fait du crafting un peu plus dur, disons, il y a le cuir, il y a le warbla, il y a la mousse. C'est énormément de matières différentes, ça fait une grande richesse de possibilités, mais peut-être que tout n'est pas adapté à toutes les situations. Alors, tout n'est pas toujours adapté à toutes les situations. Mais c'est vrai que le cosplay a pas mal évolué en une dizaine d'années. Là où il y a une dizaine d'années, il fallait vraiment partir de zéro. C'est-à-dire qu'on avait l'image de ce qu'on voulait faire. Pour les matériaux, c'était vraiment au feeling. Les gens expérimentaient, ils essayaient. Alors qu'aujourd'hui, on trouve des boutiques spécialisées et on va trouver du thermoplastique, on va trouver de la peinture adaptée pour les mousses et vasotes, qui sont les mousses principalement utilisées pour créer des armures ou des armes avec des formes un peu complexes. Ça a vraiment beaucoup bougé en quelques années. Maintenant, il y a quand même quelques cosplayers qui restent avec la méthode un peu traditionnelle, à essayer de nouveaux matériaux en permanence, à essayer de créer de nouveaux effets, utiliser des matériaux qui semblent des fois incongrus, pour essayer d'avoir des textures pour représenter d'autres matières et pouvoir les retravailler. Pour le coup, quand on veut essayer de représenter de la mousse naturelle, il n'y a rien de mieux que de la mousse naturelle. L'air de rien, l'imagination du cosplayer y est aussi pour une petite part, au moins. Après voilà, il y a des choses qui peuvent se faire de façon assez logique, à prendre des matériaux existants. Pour celui qui sait travailler le cuir et qui a des pièces de cuir à faire, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Maintenant, ça nécessite un savoir-faire, ça nécessite potentiellement du matériel plus coûteux, donc tout le monde ne peut pas passer par là. Surtout s'il faut faire de la gravure dessus, c'est très complexe à faire. C'est beaucoup plus simple de le faire sur de la mousse et ensuite d'essayer de la faire ressembler à du cuir. Par exemple, mon armure n'est pas en cuir. Pour tous ceux qui se demandent, ce n'est pas du cuir. Voilà. Alors c'est de la simple mousse. C'est de la mousse, donc de la mousse Eva 110. Achetez chez cosplaycraft.com. Donc une simple petite astuce pour tromper un artisan du cuir, parce que ça m'est déjà arrivé, c'est une simple sphère d'alu qu'on aura compactée de ses propres mains, qui fera plein d'aspérité, et ensuite il suffit de chauffer la mousse avec un fer à repasser ou un décapeur thermique pour ceux qui ont envie
mettre 150 € dans un décapeur thermique. Et ensuite, une fois que vous avez chauffé, il suffit d'appliquer, de faire rouler la sphère en alu ou, comme ce que j'ai fait moi, sur un rouleau à pâtisserie. J'ai mis de l'alu autour d'un rouleau à pâtisserie et ça se permet de gagner du temps et de la surface pour créer les aspérités du cuir sur de la mousse. Voilà. T'as quelque chose d'autre à rajouter sur une expérience particulière pour créer un morceau d'équipement de tes cosplays ou pas? Rien de particulier. De toute façon, ces dernières années, la plupart du temps, c'est ça, c'est de la mousse. On utilise beaucoup de matériaux qui sont assez réputés maintenant. Des thermoplastiques qui sont apparus, notamment le Worbla, qui sont apparus il y a 5-6 ans, qui ont été importés en France principalement par Choco et Jérôme, donc des gagnants de grands concours européens, qui ont commencé à utiliser ces matériaux-là et ça les a démocratisés. Après maintenant, pour la pratique du cosplay, beaucoup de gens sont passés par là et donc de plus en plus on va trouver beaucoup de tutos sur internet. On va pouvoir trouver des patrons soit pour les costumes qu'on veut réaliser directement, soit des patrons qu'on va pouvoir adapter à ce qu'on veut faire. Des pièces d'armure, des jambières, des épaulières avec des formes un peu basiques et on va savoir les remodifier après. On va trouver des livres sur le thème. On a quelques livres d'auteurs français. Les livres Kamui sont assez réputés dans cette catégorie, effectivement. Voilà, il y a Kamui Cosplay, qui est une cosplayeuse allemande qui est assez réputée, qui a écrit des livres qui ont été traduits dans 5 ou 6 langues différentes, je crois, qu'on peut trouver du coup en français, et qui vont expliquer l'électronique qui est apparue dans les costumes aussi, qui vont parler de couture, de peinture plus ou moins avancées, des choses avec des techniques basiques ou des choses avec l'utilisation d'un aérographe, par exemple, pour essayer d'avoir des peintures qui soient plus développées et pas simplement des aplats. C'est vraiment, il y a pour tout niveau, pour tout type de costume maintenant, on peut trouver des tutoriels, on peut trouver des portes d'entrée. Il y a des associations qui sont créées comme les Yumigami, et ce qui n'existait pas encore une fois il y a une dizaine d'années. Donc maintenant on peut avoir de l'aide, on peut mettre un pied dans le cosplay beaucoup plus facilement. Et comme la pratique s'est démocratisée au sens large, généralement quand on a ces centres d'intérêt là, on a au moins une personne dans notre entourage qui en fait partie. Donc on peut essayer de se rapprocher et de travailler à plusieurs sur l'élaboration des costumes. Il est vrai que l'on n'avait pas abordé cette partie-là, mais la pratique du cosplay vivant, on l'abordera un petit peu plus tard. Mais d'une façon générale, comment on peut déjà mettre un pied dans le cosplay quand on voit qu'il y a déjà autant de complexité et de richesse? Qu'est-ce qui peut motiver comme ça? Simplement le fait d'aimer un personnage ou d'aimer un univers dans lequel on voudrait se projeter, faire une création originale. Il y en a certains qui rentrent par le jeu de rôle grandeur nature. On y reviendra très certainement dans la partie pratique d'ailleurs. C'est ça. Il y en a simplement pour le plaisir. Alors, à savoir qu'à l'origine, le cosplay, ça s'est développé surtout grâce à Star Trek et Star Wars. Il y a beaucoup de fans américains qui ont commencé à recréer des costumes de ces univers-là. Et c'est ce qui a donné toute la base. Et aujourd'hui encore, on en trouve pas mal. Ici, on a la 501e qui est présente et qui a pas mal de matériel. Vous aurez pas mal de personnages de cet univers. Mais après, c'est simplement le fait de vouloir découvrir des nouvelles choses, de vouloir développer certaines compétences, de vouloir, quand on a vraiment apprécié un univers, essayer de passer plus de temps dessus. Pour un jeu vidéo, par exemple, une fois que le jeu est fini, à moins de le recommencer, l'expérience est terminée, ça peut être une façon de la prolonger. Après, pour se lancer dans le cosplay, moi je vais revenir sur une petite anecdote personnelle où à la première Paris Manga où je m'étais rendu avec mon frère, on avait 15 ans et on avait un tout petit budget de pas grand chose. Après on va pouvoir ressauter sur ce point après. C'est même pour les petits budgets, vous pouvez aussi, on s'était rendu à Paris Manga et on s'était trouvé un peu bête. Tout le monde était en cosplay
petites factures, grandes factures, fait main, fait par des grands cosplayers, ou même pour les concours qu'il y avait à l'époque. Et on a acheté rapidement dans un univers qui nous plaisait, donc l'univers de l'anime Bleach. Donc mon frère s'est retrouvé en l'espace de 15 minutes transformé en Ichigo et moi en Renji Abarai. Et une fois sorti des vestiaires, on s'est retrouvé, là on est à notre place, on se trouvait un peu plus dans notre univers, malgré que tous les univers dans une convention sont confondus. On se trouvait à notre place pour pouvoir continuer la journée. Donc ensuite, du coup, je rebondis pour qu'est-ce que le fait main. Un des points qu'on va aborder, c'est un point qui est surtout abordé lors des concours, mais qui n'a pas forcément grande importance quand on veut incarner un personnage. On peut très bien le commissionner, donc si on connaît un cosplayer qui a déjà fait ce personnage ou qui saurait le faire, vous pouvez très bien lui demander, lui faire un devis, demander à d'autres cosplayers pour voir si vous n'avez pas moins cher. Après, ça dépend tout des matériaux et du budget que vous voulez donner au cosplayer si vous voulez lui faire une commission. Après, sinon, il y a aussi énormément de sites internet qui proposent des cosplays tout faits avec des mesures en S, M, L, XL, toutes les tailles. Et après qu'il faut réajuster parce que par exemple moi je suis un homme mais je ne fais pas plus d'1m63 donc je suis entre la taille S et la taille M donc quitte à pas pour dire qu'il faut acheter les deux tailles hein, bien évidemment faut juste peut-être demander quand on commence, quand on est jeune, quand on est adolescent demander à ses parents si on peut pas réajuster une pièce ou deux pour se sentir à l'aise et pouvoir partir en convention tranquillement. Après, il y a aussi les cosplays placards. Alors les cosplays placards, c'est par exemple, vous prenez un univers au pif et vous avez des vêtements dans votre penderie, dans vos placards, tiroirs, qui pourraient ressembler ou s'accoutumer à cet univers. Vous les mettez et vous créez du coup un caractère original, donc l'OC qu'on a parlé dans la partie précédente. On peut donc noter le cosplay, parfois, c'est écologique parce que recyclage. C'est ça, du recyclage. Et pareil pour les matériaux, du coup on rebondit là-dessus. On peut très bien recycler un vieux bout de gaine électrique pour un cosplay steampunk. Ça sert, ça fait soit sur une partie d'un masque ou alors sur une partie d'un bras, une partie d'un sac à dos, même les vieux écrous d'une horloge cassée que vous avez trouvé dans une brocante, ça marche aussi. Tout ce qui peut être récupéré peut servir pour le cosplay, il faut juste trouver l'univers qui va avec. Et pour cause, vous avez soulevé un point qui est ma foi assez intéressant et qui est pas toujours facile à aborder. Le cosplay, c'est aussi un budget. C'est pas toujours facile. On a beau dire que la passion compte avant tout, quand on voit les zéros qui s'accumulent, c'est pas toujours encourageant. Oui, c'est un budget, mais par exemple, je reprends mon anecdote où à 15 ans, mon frère et moi, on s'est retrouvés à Paris Manga. On a dépensé moins de 50 euros chacun pour ressembler à un de nos personnages préférés. Maintenant, je fais mes cosplays moi-même. J'achète les matériaux un à un, pièce par pièce, et ensuite, avec un petit peu de main-d'œuvre et de temps passé dessus, je me retrouve. Bon, par exemple, là, sur le cosplay que je porte actuellement, il y a moins de 300 euros dessus. Voilà. Mais il y a plus de 300 heures. Voilà. Donc c'est un temps à sacrifier. Donc si vous n'avez pas le temps, soit vous avez le budget. Si vous avez le budget, vous avez le temps. C'est un peu le serpent qui se mord la queue dans certaines circonstances. Mais il y a pour tous les cosplays, il y a un budget. Et pour tout budget, il y a un cosplay. Après, tout dépend de la façon dont les gens veulent pratiquer. Certains vont avoir des costumes assez simples, mais vont essayer d'en cumuler. Ils vont essayer d'en sortir un nouveau à chaque convention, à chaque événement, ou régulièrement ils vont changer. Ils vont collectionner un peu les costumes, alors que d'autres, généralement, c'est plus quand on les fabrique. On va potentiellement faire un nouveau cosplay dans l'année. Par contre, il aura pris du temps.
L'investissement aura été au fil de l'eau. C'est-à-dire que les 300 € n'ont pas forcément été investis en une semaine à acheter l'intégralité des matériaux d'un coup. Ça peut être démarré par la partie tissu, plus tard acheter la mousse et faire la partie faux cuir. Ça se fait au fur et à mesure. Et là, le budget, on le rapporte au mois et c'est pas forcément si important que ça. Au niveau du matériel qu'il faut en dehors des matériaux et tout ce qui est consommable, on n'est pas forcément sur des choses chères. Vous avez un tapis de découpe à 1 €, vous avez des cutters, des ciseaux, alors une machine à coudre, mais c'est un budget à investir une seule fois. Un décapeur thermique, c'est pas des choses qui coûtent cher et c'est des choses qui vont tenir dans le temps. Vous achetez un décapeur thermique à 10-15 €, vous allez faire un bon paquet de costumes avec avant qu'il soit usé. Donc c'est comme toute passion, comme n'importe quelle activité, il y a un billet d'entrée. Et ensuite, c'est en fonction de la façon dont vous voulez avancer dans l'activité que vous allez dépenser ou non plus ou moins d'argent. Il faut donc adapter sa passion à son budget. Est-ce qu'on peut le résumer comme ça? Oui, mais ça, je pense que c'est pas forcément que pour le cosplay. Effectivement. N'importe quelle activité, toute activité a un coût et on l'adapte à notre budget. En effet. Mais puisque l'on aborde du coup le cas des matériaux, il faut aussi pouvoir les trouver. Aujourd'hui, certes, il y a plein de boutiques. Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, où est-ce que l'on pourrait se procurer de la mousse évasote, des tissus, ce genre d'enseigne? Est-ce que vous avez des choses à nous conseiller à ce sujet? Alors, pour tout ce qui est tissu, on va trouver des boutiques directement avec tous les rouleaux, tout ce que vous voulez. Si vous voulez rester dans le coin, il y a Mondial Tissu à Mondeville, par exemple, qui est assez grand, qui a un choix assez large. On y trouve même de la fausse fourrure, du faux cuir, c'est assez complet. Après, pour certains accessoires, ou si vous avez de l'imagination, le Roi Merlin Castorama, vous allez trouver des choses. Selon les accessoires que vous recherchez, on peut en trouver en brocante, on peut trouver des choses pour faire du recyclage justement à Emmaüs, on peut trouver des choses dont on va détourner l'usage. Et après, on a aussi des boutiques spécialisées, il en reste une en France qui est Cosplay Craft. Mais ça, je pense que j'ai un spécialiste à côté de moi, donc je vais le laisser en parler. Alors oui, Cosplay Craft, c'est une boutique qui vend aussi bien des perruques, des lentilles, du maquillage, de la mousse évasote, du Warbla. Moi, je me fournis exclusivement là-bas. De un, parce que c'est un ami de longue date. Je l'ai connu lorsqu'il a créé, un petit peu avant qu'il crée sa boutique. Et ensuite, par la suite, quand il a créé sa boutique, je l'ai soutenu en lui achetant des matériaux. Et dès que je peux lui faire un peu de pub, parce que c'est une petite boutique, il est tout seul à travailler dedans. Et il en a besoin pour vivre, parce que c'est son activité principale. Voilà. Donc il faut soutenir aussi ces petits fournisseurs qui sont pas loin de chez vous. Souvent, si vous en trouvez un, faut pas hésiter. Même s'il peut être des fois un peu plus cher, parce que avant Cosplay Craft, il existait aussi Cosplay Mat, qui a fermé à cause de la crise actuelle. Et ça, on n'en parlera pas. Et du coup, Cosplay Craft a réussi à se sortir la tête de l'eau et du coup, je pense à ce juste titre qu'il mérite toute l'attention qu'on lui doit pour continuer à acheter des matériaux chez lui, que ce soit des perruques, lentilles, maquillage, ainsi que trousses de... Il vend aussi des trousses pour transporter le maquillage, qui est très pratique. À savoir que c'est dans ces boutiques spécialisées qu'on va surtout trouver tout ce qui va être matériaux thermoplastiques, donc le Warbla, le Tibra, qui sont des matériaux qui peuvent être très utiles pour avoir des pièces rigides et solides. Et ça, c'est vrai qu'on ne va pas le trouver dans d'autres magasins. C'est vraiment spécifique, ça a été développé, c'est spécifique à l'activité. Donc il faut passer par des boutiques spécialisées pour réussir à y avoir accès. Très bien. Et donc, maintenant que l'on sait où trouver les matériaux, on peut les commander. Une fois qu'on a reçu les matériaux, ce sont des matières qui ne se travaillent pas du tout de la même manière en fonction. Est-ce que vous pouvez nous apporter donc vos connaissances, votre expertise, pour nous dire, par exemple, pour tel matériau, comment le travailler, comment éviter les erreurs, c'est quoi les pièges? On a un matériau, comment le travailler? Alors pour tout ce qui est tissu,
Là, c'est vraiment le domaine de la culture en lui-même. Donc, si vous connaissez des couturières, dans les magasins de tissus, vous pouvez avoir des cours pour apprendre. Donc ça, c'est assez... on fait un costume comme on ferait un vêtement civil. Il n'y a pas forcément de différence à ce niveau-là sur la base. Après, c'est surtout pour tout ce qui va être justement mousse et autres matériaux, où là, il va falloir passer par une première étape de patronage. Donc on va essayer de voir comment avoir la pièce à nos mensurations. Donc généralement, on le fait directement sur nous. Donc on va potentiellement se recouvrir de film alimentaire et ensuite de scotch de peintre, dessiner directement la base de la pièce sur nous, la découper et ça va nous donner la forme qu'on doit avoir. Ensuite, soit si c'est une pièce plate, on va le faire, soit on va devoir retravailler avec des formes un peu courbées pour essayer d'avoir du volume. Et ensuite, il va falloir lisser l'ensemble. Potentiellement, dans le matériel très pratique, il y a les Dremel. Tout ce qui est mini perceuse, ça sauve des vies. Mais ça permet vraiment de gommer les séparations entre les différentes pièces. Ça va passer par cette étape-là, et ensuite c'est la peinture qui va permettre de vraiment faire disparaître les liaisons entre ces pièces. Après, on peut se baser aussi sur les patrons existants, qu'on peut trouver gratuits ou payants sur le net. Et ensuite, je vais te laisser continuer un petit peu. Donc oui, il y a des patrons qui sont faits par des professionnels, soit sur internet, je prends le site, par exemple pour le site Etsy, il y a beaucoup de patrons qui sont de base du Pepakura. Donc le Pepakura, c'est l'art du pliage du papier, et qui sont des visions éclatées d'une forme d'armure, par exemple, pour ensuite à reprendre et à reposer sur la mousse avant de découper la mousse pour pouvoir avoir la forme de base et pouvoir la recoller et créer une pièce en 3D. Chaque matériau, par exemple la mousse, il y a aussi plusieurs densités selon l'utilité qu'on va avoir à en faire, que ce soit pour les grandeurs nature ou pour les conventions ou les concours, ou même juste un simple shooting photo. Il faut adapter son matériau à ce qu'on veut faire et à son budget. Quand il faut choisir son matériau en fonction de son usage, est-ce qu'il y a des matériaux qui sont vraiment très utiles, quasi indiscutables, indispensables quand on veut faire telle pièce? Par exemple, les armures. C'est quoi la matière la plus adaptée? Alors la plus adaptée pour faire une armure, moi je pars toujours sur de l'EVA 100, donc qui est un entre-deux si on veut, en niveau densité pour pouvoir plier la pièce, donc avoir des formes arrondies, ou il suffit aussi d'une simple entaille avec un angle de découpe pour avoir une pièce à 45 degrés ou avoir un angle sur une pièce d'armure par exemple. Par exemple pour les armures de Stormtrooper, il y a souvent des angles, et ces angles-là on peut les obtenir même sur de la mousse que tu n'auras pas coupé entièrement. Il suffit de creuser dans la mousse avec soit une Dremel, donc une Dremel c'est une petite ponceuse à main de précision que j'utilise souvent pour détailler mes pièces, mais aussi tu peux avoir des formes plates comme ce que je reviens aussi sur la technique pour créer du faux cuir avec juste de l'alu et un décapeur thermique. Stonebridge, tu as quelque chose à ajouter? Il y a des matériaux et des techniques dont on a parlé assez peu jusqu'à présent. C'est tout ce qui concerne l'impression 3D. Là aussi, ça apparaît de plus en plus dans l'activité. Alors sur des grosses pièces, la difficulté, c'est qu'on va généralement utiliser des imprimantes filaires. Donc on va voir les strates de construction de la pièce en fait, qu'il va falloir lisser, il va falloir retravailler. Ça va demander pas mal de travail pour avoir quelque chose de lisse. Sur des pièces plus petites, il y a les imprimantes résine qui se démocratisent aussi, qui sont très pratiques. Après, ça demande d'autres compétences. Soit les pièces qu'on veut réaliser existent. Si elles n'existent pas, il faut apprendre à utiliser des modeleurs 3D et apprendre à réaliser sa pièce, à la sculpter, mais sur ordinateur. Et c'est vrai que ça, c'est de plus en plus utilisé.
Et on a aussi l'électronique qui apparaît pas mal. Ça va plutôt correspondre généralement à des costumes qui vont s'orienter vers la science-fiction que vers le médiéval fantastique. Mais ça permet d'avoir, d'animer un costume en fait. Ça va rajouter des effets supplémentaires qui généralement ont un effet waouh. C'est-à-dire que ça impressionne un peu. C'est vraiment des choses qui sont pas forcément les plus courantes, parce que ça demande un petit peu de connaissances techniques selon ce qu'on veut faire, soit les connaissances électroniques, soit des connaissances de programmation pour ceux qui réussissent à aller plus loin et à pas simplement avoir quelques lettres sur le costume. Mais ça après c'est des choses... faut voir les cours de techno en fait. Les cours de techno du collège, si vous les avez encore, ça peut vous servir. Il est vrai que le moins qu'on puisse dire, c'est que beaucoup de personnages qui sont créés dans les mangas, dans les jeux vidéo, ont des designs pour le moins fantaisistes, sans mauvais jeu de mots. La plupart créent des designs en ne se posant pas la question de est-ce que c'est réaliste ou pas. Le fait est que l'on accepte ça plus ou moins par l'univers, c'est la magie ou c'est la technologie, mais comme on la rapporte à notre monde, c'est pas toujours facile. Dans ce cas, on est parfois confronté à un dilemme. Est-ce que j'essaie d'être le plus fidèle à la réalité, mais ça c'est d'être extrêmement compliqué, ou est-ce que l'on peut se permettre de faire des petites transgressions avec des petites astuces pour qu'au moins ça puisse s'y apparenter? Non, encore une fois, tout dépend de l'usage que vous voulez en faire. Sur un concours par exemple, on va vraiment juger la fidélité par rapport à la référence qui est fournie. Il faut que le personnage soit le plus proche possible. Maintenant, un concours, il y a la fidélité au personnage, il y a aussi l'aspect prestation. Par rapport à ce que tu viens de dire, le premier exemple qui me vient, c'est World of Warcraft. On a des armures avec des épaulières énormes. Même sur le modèle 3D, quand le personnage bouge, l'épaulière rentre à travers le personnage. C'est pas évident à faire dans la réalité. Donc si vous voulez avoir une prestation en groupe dynamique de combat, par exemple, il va falloir forcément adapter les formes pour garder une certaine mobilité et à pouvoir bouger. C'est un compromis à trouver, donc c'est vraiment en fonction de ce que les gens veulent faire. Mais ça, c'est un problème qui apparaît pas forcément sur avec tous les matériaux, mais on peut être sur des choses, là je parlais des épaulières de Warcraft, où on est du domaine de l'impossible, les pièces ne peuvent pas fonctionner, ou après ça peut être des détails, sur un vieux jeu vidéo, vous aurez des sacoches accrochées à la cuisse ou à la ceinture du personnage, mais il n'y aura pas les sangles, parce que c'est trop compliqué à modéliser. On ne demande pas aux cosplayers de ne pas avoir la sangle. La sacoche, il faut bien qu'elle tienne. Il y a aussi une certaine logique à conserver. Donc le réalisme, entre guillemets, prime aussi. Pour la sacoche, t'as qu'à la coudre au pantalon. Non, je plaisante. Non, il a raison, il faut que ça soit d'un terme aussi pratique. Moi, je pense toujours mes cosplays pour que ça soit pratique, pour que je ne sois pas coincé, que j'ai pas besoin d'assistant, que je ne coince pas des personnes est-ce que tu peux m'aider à retirer telle pièce pour que je puisse aller aux toilettes faut penser, moi je pense qu'un cosplay doit être avant tout pratique pour pouvoir être seul et se débrouiller sans l'aide d'autres personnes. J'ai des cosplays qui sont de plus en plus encombrants parce que j'aime ce qui est encombrant, je sais pas pourquoi. Et je me dis, je vais avoir besoin de quelqu'un. Mais je trouve une solution pour ne avoir à demander à personne de venir m'aider. C'est bien évidemment, si vous êtes dans une impasse et que vous ne trouvez pas la solution, rien ne vous empêche d'aller poser la question et d'y réfléchir à plusieurs. C'est aussi ce qui est bien, moi je trouve, c'est de réaliser des cosplays à plusieurs ou en groupe pour avoir plusieurs têtes pensantes pour mieux penser votre cosplay ou avoir des idées originales pour le rendre un peu unique plutôt que d'avoir des doublons partout en convention ou pour avoir l'air tout simplement original. Parce que là, je pourrais presque dire que le cosplay c'est une aventure collective puisque c'est pas toujours juste moi j'ai fait ça, puisqu'il y a eu la personne qui est venue me demander conseil, il y a la personne qui m'a donné cette astuce, il y a celui-là qui est venu me fournir la peinture, ça transmet une belle communauté d'entraide et
d'autant que vous mentionniez les prestations, le réalisme, ce genre de choses. C'est tout à fait à propos pour deux choses, car premièrement, nos invités ici présents, Stonebridge et Fernaro, seront demain les jurys du concours général cosplay, encore sur cette scène. Rendez-vous demain avec nos deux invités. Et deuxièmement, quelle meilleure transition pour parler de la pratique du cosplay, puisque l'on va également voir ce qu'est peut-être une distanciation, une dichotomie entre cosplayer professionnel, cosplayer amateur, vivre le cosplay autrement que dans les conventions, ce qui se fait bien évidemment, mais tous les outils qui permettent de faire vivre cette passion. Et c'est là qu'on va certainement avoir l'aspect le plus communautaire du cosplay. Alors bien évidemment, où pratiquer le cosplay, c'est très simple. Soit lors d'un petit rassemblement de village, vous pouvez très bien sortir l'un de vos costumes pour être raccord au thème, ou alors aussi très simple, venir dans ce genre de convention qui est la Geek Day des camps. Il y a aussi tout simplement un groupe Facebook. Vous faites vivre votre personnage à travers les univers en montrant comment vous l'avez fait, ou si vous voulez avoir des avis sur une prestation ou sur telle ou telle pièce. Après, sur tout ce qui va graviter autour, on en parlait pour ce qui peut amener les gens au cosplay, tout ce qui va être jeu de rôle grandeur nature, c'est aussi une façon de le pratiquer, soit avec un personnage original, soit avec un personnage existant. Mais on trouve pas mal de jeux de rôle grandeur nature qui sont pas forcément sur des univers que les organisateurs ont inventés. Dans la région, il y en a eu sur The Witcher, il y en a eu sur Conan, il y a eu pas mal de choses comme ça. Donc ceux qui aiment l'univers vont potentiellement se créer un costume et y aller pour le vivre l'espace de 2, 3, 5 jours. Après, tout ce qui va être convention, les shootings photos, si vous rejoignez une association ou si vous êtes seul simplement, vous connaissez un photographe, la plupart des gens vont immortaliser leurs costumes dans des shootings, ils vont essayer de faire des mises en situation. Et c'est là que l'aspect justement de groupe peut être important. Depuis tout à l'heure, on voit pas mal de costumes Star Wars. Coucou. C'est toujours cool quand on voit un clone se balader. Quand il y a un clone, un officier, il y a un solo derrière, il y a Darth Vader qui arrive, il y a 5 ou 6 autres clones, tout le monde se met en ligne. C'est quand même vachement plus classe. Faut bien se le dire. Quand on est plusieurs à être sur un thème, c'est toujours quelque chose qui va rassembler. Généralement, de toute façon, même sans appartenir à une association, vous faites un cosplay sur un thème, vous rencontrez quelqu'un qui a fait un autre personnage du même univers, vous allez aller vers la personne. C'est quasi automatique. Et après, pour les shootings photos, c'est pareil, ça permet de faire des mises en scène, de faire des mises en situations différentes, d'essayer de raconter des histoires à travers les photos. Il y a vraiment beaucoup de façons de pratiquer. Pour pouvoir transmettre cette histoire, la technologie s'est beaucoup adaptée à la passion, à moins que ce soit plutôt la passion qui se soit emparée de ces outils et qui aujourd'hui se répand à travers tout l'internet. On a énormément de moyens aujourd'hui. On a Instagram, on a YouTube, on a Discord, on a Facebook peut-être. Mais comment peut-on se servir de ces outils à bon escient pour pouvoir partager cette passion ? Alors là, tout va dépendre justement, encore une fois, de la pratique. On peut avoir une page simplement pour pouvoir récupérer des photos que les gens auront pris de nous en convention. C'est toujours plus pratique que de donner son compte personnel. Après, on peut avoir une page pour le plaisir ou justement pour essayer de se professionnaliser. Parce que les professionnels sont généralement ceux qui sont le plus actifs sur les réseaux. C'est des gens qui ont commencé simplement à se faire des costumes, qui ont commencé à faire des concours, qui ont gagné en qualité, qui ont gagné des prix et qui généralement vont s'ouvrir sur des commissions et vont commencer à créer soit des accessoires, soit des costumes complets pour les gens et vont le faire pour des particuliers, ils peuvent le faire pour des professionnels. C'est très difficile, il y a très peu de cosplayers qui sont réellement professionnels, que ce soit par statut ou par envie. Généralement, on considère que quelqu'un est professionnel quand il peut en vivre, en fait. Parce qu'en France, un costume fait main, ça demande de l'implication, ça demande beaucoup de temps, et les gens ne sont pas forcément prêts à mettre cet argent-là. Parce
que c'est un investissement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et les gens ne sont pas toujours prêts à mettre un juste prix. En fait, le cosplay n'est pas une activité qui a l'air professionnelle, donc les gens ils paieraient presque un déguisement plus qu'un costume à proprement parler. Parce que quand on dit déguisement, généralement c'est assez péjoratif, enfin, on voit plus le carnaval que vraiment des choses développées. Les gens ne vont pas forcément mettre 600, 800, 1000 euros pour un costume. Pour eux, ce sera beaucoup trop cher. Alors que parfois, ça va demander 150 heures de travail, plus 200 euros de matériaux. Mais pour quelqu'un, 1000 euros, ce sera trop. Alors que si on fait le prorata, on est largement en dessous du SMIC. Et c'est pour ça qu'en France, l'activité professionnelle pour le cosplay n'est pas forcément très développée. Ou alors c'est plus à créer des petits accessoires, des choses en plus pour pouvoir vivre et justement faire des ventes pendant les conventions. Je me permets juste un petit encart pour situer. Actuellement en France, le SMIC est situé à 1200 euros. Et l'argent ne venant pas de nulle part, on voit bien qu'il faut travailler pour pouvoir avoir de l'argent pour faire le cosplay, mais il faut du temps qu'on n'a pas parce qu'on travaille. Ça devient vite une contradiction et peut-être une torture pour certains qui aimeraient pouvoir faire plus. Bah, surtout qu'après pouvoir en vivre, pour moi c'est quelque chose de, je pense, très difficile. Parce qu'il faut avoir un carnet d'adresses très large, avoir des commandes régulières, ou pouvoir faire, comment on dit, de la création en chaîne, en boucle. Pour plusieurs parties, genre quand on voit les armes de grandeur nature, donc les épées, les haches, donc c'est des moules qui ont été faits et c'est vendu par soit des grossistes, soit par des petits indépendants qui ont réussi à se fabriquer un moule et qui les vendent au fur et à mesure qu'ils ont des commandes. Mais pour ça, il faut en avoir. Donc pour en vivre, il faut déjà avoir une bonne image de marque, s'être établi dans un lieu où avoir une bonne com, un bon site web, avoir une communauté qui fait vivre, qui partage, et je pense que c'est à peu près tout pour pouvoir en vivre du cosplay. Parce que si un jour le cosplay, ça n'intéresse plus personne, la personne perd son métier, donc il n'a plus rien derrière. Justement, en plus... Après, beaucoup de cosplayers professionnels à l'international travaillent aussi directement avec des studios. Pour ceux qui sont un peu dans le cosplay, tout le monde connaît Mol Cosplay. C'est un cosplayer qui a travaillé avec CD Projekt. Il a fait l'armure de Gérald de Rive. Il a incarné le personnage pendant plusieurs années dans des conventions au nom de la marque. Et il l'a fait vraiment à travers le monde. Et c'est vraiment des cas particuliers. Et comme tu dis, il faut un carnet d'adresses, il faut une réputation, il faut être actif sur les réseaux. C'est vraiment, ça demande énormément de travail. Il faut des années avant d'avoir un niveau qui permettrait de s'y lancer. Et tous ceux qui s'y lancent ne réussissent pas forcément. Parce que là, l'enchaînement, c'est assez horrible puisque ça demande du temps, de l'investissement. Et quand à la fin on devient un cosplayer professionnel, donc le cosplay devient le salaire, il y a la menace du coup si on ne fait plus, il n'y a plus de salaire. Et c'est à partir de là, qu'est-ce qui reste de la passion? C'est pas parfois aussi un dilemme? C'est un choix à faire avant. Quelqu'un qui va se professionnaliser, il sait qu'il va créer des costumes à la chaîne. Il va faire ce qu'il aime, mais il y aura aussi des costumes qui l'inspireront moins, qu'il n'aura pas forcément envie de faire, mais il doit le faire. C'est comme n'importe quelle activité. Une couturière ne va pas forcément faire que des robes qui lui plaisent. Mais il faut avoir de la commande et il faut pouvoir faire rentrer de l'argent. Donc même en étant passionné, ça devient un travail. Et ça met forcément de la distanciation. Et en plus de ça, c'est généralement travailler quand on a vu une passion, c'est très chronophage. Et généralement, ça prend justement sur les projets personnels. C'est surtout là qu'on voit le manque de temps. On ne va pas compter les heures, on va vraiment travailler à fond, et à la fin, pour faire notre costume, on aura beaucoup moins de motivation, on aura de la fatigue, on aura déjà fait de la couture par exemple toute la journée. Arrivé le soir, on n'aura pas envie de faire forcément de la couture pour nous. Gennaro, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le sujet?
Alors moi sur ce sujet, j'ai pas grand chose à dire malheureusement, mais je pense que... Alors j'ai perdu mes mots, génial, j'adore ça. C'est l'émotion. Ah j'en peux plus, j'ai trop chaud, quelqu'un m'apporte de l'eau. On dirait quand pas j'en qu'il ai, arrive, ça fait chaud. Attends, elle est où? Voilà. Attends, je te le redonne, s'il te plaît. Allez-y, buvez un petit coup. Mais là, depuis tout à l'heure, on fait la distinction entre cosplayer amateur et cosplayer professionnel. Le fait est que il n'y a absolument pas sujet à faire une supériorité l'un par rapport à l'autre. Le principal restant d'être le plaisir, d'être dans le personnage, d'être dans la création et dans l'instant d'être le personnage. Et c'est plutôt ça qu'il faut généralement retenir, parce qu'il est tout à l'heure à la CFC, qui est une compétition qui voit pour du bon niveau. Le professionnel est encore au-dessus. Il me semble que c'est la WRC qui est dédiée aux professionnels. La WRC ou quelque chose comme ça. Le WCS peut-être. Le WCS, oui, avec la première lettre. Alors le WCS, c'est une compétition internationale qui se déroule au Japon, qui est effectivement une compétition de haut niveau et qui voit les meilleurs s'affronter. Mais après en France, on a aussi les ECG qui ont lieu à Japan Expo, qui sont un concours qui regroupe, alors je ne vais pas dire de chiffres pour pas dire de bêtises, mais pas mal de pays européens qui sont représentés à la fois pour des concours individuels et en groupe. Et là, vous allez avoir un niveau très élevé. C'est des sélections qui sont très exigeantes, c'est des gens qui ont vraiment pris beaucoup de temps sur leurs costumes, sur les éléments de décor qui généralement vont avec, et ont bien travaillé leurs prestations. Mais là, c'est vraiment, on est sur un niveau encore au-dessus. Mais la CFC de tout à l'heure nous a donné un bon aperçu du niveau. Ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est le minimum requis pour atteindre ce genre de compétition, qui reste extrêmement rare. Les ECG, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez élevé. Ceux qui veulent participer à la CFC, c'est vrai que c'est une bonne entrée en matière. On va arriver sur des concours qui sont de plus en plus... dont le niveau monte d'année en année. Et on voit vraiment des choses magnifiques émerger chaque année. Et on a d'ailleurs la gagnante de la sélection normande de la saison 3 qui a remporté la Coupe de France. Donc la championne de France de cosplay est normande. Petite fierté quand même. Et donc la passion du cosplay, c'est quelque chose d'assez intense, c'est l'émotion, ce que nos concurrents tout à l'heure ont essayé de nous transmettre, ce que les personnes qui ont fait le défilé ont essayé de nous faire transmettre, ce que demain, les candidats qui devront passer sous votre regard impitoyable devront transmettre. Et pour transmettre cette passion, aujourd'hui, les outils sont incroyables. Nous avons YouTube, ce qui n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Auriez-vous peut-être des idées, des originalités dont vous avez entendu parler pour faire vivre cette émotion, ou alors des expériences très particulières? Vous avez eu quelque chose d'intense? Alors, quelque chose d'intense pour faire vivre le cosplay, des shootings de groupe. Peut-être pas nécessairement d'avoir fait, mais d'avoir ressenti qu'est-ce qui a provoqué quelque chose de très intense, qui est assez original. Ce qui est assez original, c'est de pouvoir aussi participer, par exemple, d'être démarché pour participer à un court-métrage. J'ai participé à un court-métrage en 2019 pour un premier épisode sur le thème de The Witcher. Et en 2017, j'ai participé aussi à un court-métrage sur le thème de Star Wars. Par rapport à quelque chose qui est très peu entendu dans Star Wars, qui est les Jedi gris, qui est un ordre qui est entre l'obscur et la lumière. Voilà. Et c'est vrai qu'on revient beaucoup sur The Witcher parce que bon, je pense que ça se voit, on est quand même des gros fans. Quand j'avais réalisé l'armure, je savais que je voulais essayer d'incarner le personnage, donc monter sur scène et participer à des concours. Pour le faire, le personnage est un épéiste quand même assez réputé. Je ne pouvais pas monter sur scène sans savoir quoi faire.
Donc je me suis renseigné, j'ai commencé une activité en amène une autre. J'ai commencé à pratiquer les arts martiaux historiques européens, donc le combat à l'épée longue du XVe siècle en l'occurrence, pour justement savoir utiliser, manier une épée pour monter sur scène. Et c'est quelque chose qui m'a passionné dès que j'ai commencé et que j'ai continué après en dehors du personnage, en dehors du cosplay. C'est quelque chose que je pratique toujours. Une passion en a entraîné une autre. C'est exactement ça. Et le cosplay, ça crée des beaux souvenirs. Certains ont souvent le souvenir de leur première prestation sur scène. D'autres ont eu des mauvaises expériences qui sont malheureusement dans l'histoire du cosplayer, mais qui forgent derrière, certainement pour progresser, avoir des progrès et pouvoir corriger les défauts là-dessus. C'est des choses qu'on ne préfère pas évoquer, mais le fait est qu'il ne faut pas forcément en avoir honte, puisque derrière, si ça nous permet d'être meilleurs, il faudrait peut-être en être fier. Moi, je me souviens encore de ma première prestation qui était à la Cruchet Geek Convention. J'étais pas à l'aise du tout, pas à l'aise. J'ai expédié la prestation en 30 secondes alors que j'avais prévu 2 minutes de prestation. Mais ça m'a pas empêché de continuer le cosplay. Je ne veux pour l'instant toujours pas remonter sur scène en tant que participant. Mais le jour où je remonterai sur scène, je pense que j'aurai l'état émotionnel, spirituel et la technique pour être sûr de donner une prestation de qualité comme ce que je voudrais qu'elle soit actuellement, comme je pourrais l'imaginer sans avoir de regrets. Voilà. Et puis il faut faire du cosplay sans avoir peur du jugement des autres. C'est une mentalité qu'il faut avoir, je pense. Et même si on peut être timide, le cosplay peut permettre à certaines personnes de s'extérioriser et d'aller un peu vers les autres. Et du coup, pour rester dans les anecdotes comme ça, en ce qui me concerne, mon premier concours s'est plutôt bien déroulé. C'était mon premier vrai costume, ma première armure. Et c'est à cette convention-là et à ce concours-là que j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme. Si ça, c'est pas une belle histoire. J'espère que parmi les souvenirs que l'on a évoqués, cette conférence de Yumigami Geek Desgan fera partie des vôtres. Il est temps malheureusement de conclure cette conférence qui aura été riche en infos et en bonne humeur. J'espère que vous avez tous passé un bon moment. J'invite nos invités à donner un dernier petit mot peut-être. Le cosplay, c'est une passion, faites-le comme vous le voulez. Que ce soit en professionnel, en amateur, que ce soit faire des concours, que ce soit les faire simplement pour avoir un passage sur scène pour vous faire plaisir, ou vraiment avec un esprit de compétition, que vous voulez juste vous balader dans les allées, prenez du plaisir, c'est une passion, vivez-la comme vous le voulez. Peux-tu nous dire combien il nous reste de temps avant de devoir rendre l'antenne? Et bien justement, c'est pour ça que j'en viens à la conclusion. Parce que moi, je voudrais juste demander au public 5 questions, donc demander à 5 personnes une question. Si ils ont justement des questions après cette conférence auxquelles on pourrait éventuellement répondre. Eh bien, j'invite les curieux à se manifester. Y a-t-il des personnes ici qui voudront poser des questions à nos invités? Ne soyez pas timides, ils sont très gentils, vous l'avez bien vu. Qui c'est qui est encore dans le flou après cette conférence? Mais c'est pas à cause de la machine à fumer qu'on dit ça, hein. Non, c'est pas à cause de aussi mon œil borgne, hein, ne vous inquiétez pas, je vais pas vous tuer. Alors, personne? Le meurtre étant encore illégal, ce serait mal avenu. C'est pas un meurtre d'enterrer les gens. De toute façon, il lui faut pas loin de 10 secondes pour dégainer une épée, vu qu'elles sont dans le dos, vous avez le temps de courir. Oui, voilà, vous avez le temps de fuir à l'autre bout sans que je vous attrape. Donc, personne n'a de questions? Il a été clair? N'hésitez pas malgré tout, même après cette conférence, à aller les voir, ne serait-ce que pour les soutenir et les féliciter. J'invite d'ailleurs à corriger une erreur horrible que j'ai... Ça a été la première, dès le début, trop bien. De présenter nos chers invités. J'invite donc d'abord Feanaro Cosplay, dont vous voyez ici à nouveau les réseaux, à se présenter. Alors, Feanaro Cosplay, donc c'est mon prénom en effet. Ceux qui trouveront mon prénom auront la chance de gagner un print. C'est toujours ça, oui. Voilà. Ensuite, ça fait 11 ans que je pratique le cosplay et seulement 4 que je fabrique mes propres cosplays moi-même. Je suis fan de jeux vidéo, animés et séries en tout genre. Je mange à tous les râteliers. Voilà.
Et ensuite, Monsieur Stonebridge, que vous voyez souvent en duo avec Sanzo, qui a été jury aujourd'hui. Alors en ce qui me concerne, le pseudo vient de l'Airsoft. Donc ça fait une dizaine d'années que je l'ai, ça venait d'une série. Et après au niveau du cosplay, j'ai commencé à pratiquer en 2015 je crois, et déjà 6 ans. J'ai participé à quelques concours, je les ai gagnés, j'en ai perdu. Et au niveau des univers de prédilection, généralement c'est plutôt tout ce qui va être médiéval fantastique. Avec beaucoup de Diablo 3 d'ailleurs et de The Witcher. On peut encore les applaudir bien fort. On les remercie du fond du cœur d'être venus. Encore merci à vous d'être venus à cette conférence. Et je vous souhaite une bonne continuation, car dans un quart d'heure, c'est la remise des prix du